Oui, Brugagent, je suis de CFOCGC de la Loire. Oui, je participe aux deux tribunaux de la sécurité sociale, au TAS et au TCI. Et dans le cadre du handicap, on assiste souvent à des salariés âgés, en particulier des salariés du bâtiment des travaux publics, c'est surtout ceux-là qu'on rencontre, qui ont eu un petit accident du travail ou qui sont usés, qui arrivent à 50 ans et qui se trouvent pratiquement, avec éventuellement un peu de rente et d'IPP, et qui se trouvent un peu le chômage, mais qui ont une perte de revenus et qu'il est impossible de recaser du fait que la plupart d'entre eux ont un niveau qui est relativement très 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 bas, quoi. Donc on a quand même cette difficulté, et ça on le voit souvent sur Saint-Étienne. Je crois que c'est une question de fond, effectivement, que je connais bien par ma pratique à la fois syndicale et de médecin du travail du bâtiment, parce que ces gens-là, comment dire, sont très physiques et après 50 ans, bah, c'est plus ça. Et c'est malheureusement très répandu. Le problème, il tient à la réparation accident du travail maladie professionnelle, qui est tout à fait inadaptée, qui ne tient pas compte du métier, qui n'a pas de coefficient professionnel, qui n'est pas comme le droit civil, c'est-à-dire qui ne tient pas compte du métier, et qui garde une capacité de gain, et ce qui fait que ça donne ces aberrations qu'on retrouve également pour les cadres, parce que dans la mesure où un cadre peut être gardien de parking, il garde une capacité de gain, et il se retrouve avec des problèmes avec les études des enfants, la maison, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et le problème de fond, il est, comme vous le soulignez, il est au niveau de la réparation. Et alors ce problème, c'est qu'après, à 50 ans, autant vers 40 ans, on arrive à les faire rentrer dans les CRP de la sécurité sociale, centre de reclassement professionnel. On prend un maçon, on en fait un comptable. Et après, avec la GFIP et les Cap Emploi, etc., on arrive à le placer et à adapter la situation. Mais à 50 ans, la Sécu ne finance plus. Et on bricole, quoi. Et jusque maintenant, en général, c'est des gens qu'on voit, ils s'arrêtent un peu, ils reprennent, ils s'arrêtent. C'est des solutions tout à fait insatisfaisantes. Non, mais en revanche, c'est une alerte qui est très intéressante, surtout à l'époque où on parle de rallonger la durée d'activité. Ce qui veut dire que c'est un sujet qu'on doit avoir, nous, côté Confédération, en tête, pour que lorsque le dossier va être sur la table pour les retraites en 2010, nous ne On l'oublions nous pas. parle de la stratégie de Lisbonne où il faut travailler jusqu'à 65 ans. Maintenant, il y en a même qui disent 67 ans. Mais pourquoi pas? Mais dans de bonnes conditions, s'il vous plaît. C'est toute la différence est là. Qu'on prenne compte de la pénibilité. Et sérieusement. Et là, on a vraiment un cas démonstratif. Donc c'est une très bonne alerte. Merci beaucoup. Oui, Marche. Merci. Oui, non, c'est une question qui Vous suit. présentez? Oui, Laurent Carrier, délégué syndical CFE-CGC à l'Institut français du pétrole. C'est une question suite à ce que vous venez de dire, hein. C'est sur la problématique du vieillissement de la population et du maintien dans l'emploi. Parce que quand même, bon, moi, mon expérience professionnelle a fait que j'ai travaillé aux États-Unis nombreuses années. J'ai côtoyé des gens qui ont 70 ans et qui travaillent. Mais globalement, ce sont ceux qui sont en bonne santé qui arrivent à faire cette activité, essentiellement dans des activités intellectuelles en général, et très peu dans des activités de service. Donc je voudrais avoir le sentiment quand même des professionnels sur cette négociation ce débat qui est annoncé, et quelles sont les analyses, les anticipations qui sont faites sur cette problématique du vieillissement de la population en situation de travail, et comment les entreprises vont gérer ça. Parce que le constat, c'est que derrière le discours quand même de l'employeur, il ne sait absolument pas le faire, puisqu'en général, dès qu'on a, 50 ans, on vous pousse gentiment vers la porte de la sortie. Donc je voudrais savoir comment on va quand même se sortir de ce cercle vicieux qui va être quand même assez dramatique. Effectivement, vous avez raison. Parce que même si on augmente l'âge de la retraite, le problème de fond, c'est que passé un certain âge, l'emploi, il est pas présent. Et que les gens se retrouvent avec, en fait, du fait de l'augmentation de l'âge de la retraite, un prorata qui diminue leur niveau de retraite, mais l'emploi tel que les employeurs qui ont, eux, la main, n'est pas à la hauteur parce qu'on fonctionne avec des images un peu d'Épinal, de plan de retraite dès qu'il y a un problème, et puis que la personne âgée n'est pas à la hauteur de ce qu'on demande, et que on pourrait faire des efforts d'aménagement de poste, d'accessibilité,
qui sont pas vraiment spontanés. Et Moi, je voudrais dire quelque chose, justement. L'intérêt de la prise en compte du handicap dans l'entreprise, non seulement permet aux personnes handicapées de travailler, mais chaque fois qu'on améliore l'accessibilité, chaque fois qu'on améliore le poste de travail pour un handicapé, en général, l'ensemble de la population salariée y bénéficie parce qu'il y a une amélioration générale. Parce que quand on commence à réfléchir à la prise d'information pour un sourd, on s'aperçoit qu'il y a des redondances de signaux et tout le monde en bénéficie. Quand on facilite la circulation, tout le monde en bénéficie. Et ça, c'est important à avoir en tête, c'est que au bout du bout, tous les salariés sont gagnants dans cette histoire. Je voudrais juste citer une action que l'on mène à la GFIP dans le cadre de notre plan de soutien pour les salariés de plus de 55 ans et qui souhaitent maintenir une activité au-delà de cet âge-là. Nous finançons la réduction du temps de travail sous forme d'une prime qui est versée et qui va donc permettre à ces salariés de réduire leur temps de travail de 20% jusqu'à leur départ à la retraite. Et on s'aperçoit que ça intéresse aussi bien les employeurs que certains salariés. Parce que je crois que ce qui est important, c'est que le salarié ait le choix. C'est-à-dire que celui qui souhaite pouvoir rester, la personne handicapée qui souhaite pouvoir rester au-delà de 55 ans, si le handicap ne lui permet pas de travailler à temps plein, de pouvoir trouver une solution, c'est ce que propose la GFIP, pour que la personne qui souhaite travailler puisse avoir des conditions de travail qui lui permettent d'aller jusqu'à 60 ans, jusqu'à l'âge légal de la retraite. Je vous laisse citer cet exemple-là. Bernard Salengro le connaît bien, puisqu'il l'a voté en même temps que l'ensemble des administrateurs. Oui, je voudrais ajouter sur ce même thème quelques remarques complémentaires. Une entreprise qui a un nombre de personnes handicapées dans son personnel digne d'être remarquée, qu'elle atteigne le quota de 6% ou pas tout à fait, il y en a quand même un certain nombre. Car il faut dire quand même qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont engagées avec conviction dans l'embauche des personnes handicapées. Elles ont constaté, ces entreprises, que souvent, le climat social en est modifié. Et il y a beaucoup d'entreprises où la présence de personnes handicapées au travail est un facteur de cohésion sociale, également suscite, pour l'image de l'entreprise, un intérêt et est favorable pour sa notoriété et son image. Je ne veux pas employer des grands mots comme entreprise citoyenne, mais l'entreprise comme la fonction publique, qui sont les seuls à pouvoir offrir des emplois, ont un rôle de solidarité à avoir vis-à-vis d'un certain nombre de publics en difficulté, et notamment les personnes handicapées. Et le fait qu'une entreprise s'engage dans cette voie avec conviction et que son regard soit positif vis-à-vis de l'embauche des personnes handicapées peut la servir beaucoup plus qu'on ne le croit vu de loin.